Bonsoir. Bienvenue à la deuxième séance du cours Une histoire des féminismes. Donc, ce cours-là, il est la continuité de la séance précédente qui a eu lieu en septembre. La séance dernière, nous avons parlé du début du féminisme, de la prise de conscience féministe en France, surtout pendant la Révolution française. Donc, cette fois-ci, on va continuer à partir des années 60, 70, avec, en discutant la pensée de Simone de Beauvoir, aussi en discutant la deuxième vague, ou pour discuter le concept de vague féministe, quelles sont les vagues du féminisme, le mouvement Libération des femmes, un mouvement féministe français qui a commencé, qui a vu le jour à partir des années 60, 70, et aussi l'Amérique latine. Donc, quel est le rôle des femmes latino-américaines dans ce moment-là en France? Cela fait partie des discussions que j'ai proposées pendant mon doctorat. Donc, ma thèse de doctorat a parlé sur le sujet des féminismes en France et au Brésil et comment ils se communiquaient. Donc, d'abord, il faut qu'on discute. Nous nous sommes arrêtés, un des grands sujets de la séance précédente, c'était la Révolution française. Quels étaient les apports des femmes pour penser l'émancipation à partir de la Révolution française? Et donc, c'est très important de discuter le concept de citoyenneté, que c'est ça spécifiquement qui a mené les femmes à lutter, à revendiquer le droit d'être une citoyenne. Donc, après, pendant la Révolution, après multiples débats et beaucoup d'hésitations, la Révolution française, elle a réglé le sort de femmes quant à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'elles étaient bien exclues de la citoyenneté après la Révolution française. Si vous vous souvenez, on parlait de Olympe de Gouges et comment elle a publié une critique au document qui parlait des droits des hommes et des citoyens. Donc, c'était justement ça. Les femmes, elles étaient exclues de la citoyenneté et elles étaient assignées à l'espace domestique. Donc, voilà, c'est la femme au foyer. Elle n'a pas le droit elle n'a pas les droits civils, c'est ça. Donc, elle devrait rester à la maison et c'était celui-ci, l'espace domestique, son espace naturel. Donc, à partir de ce moment-là, après la Révolution française, les personnes privées des droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux. Donc, ce type de personnes, ils étaient privés de droits juridiques. Et cette idée, elle était présente sur le Code civil de Napoléon, le Code napoléonique,
qui est utilisé comme modèle dans de nombreux pays dans le monde et ici au Brésil aussi. Hein. Nous nous soutenons à partir du code de Napoléon pour penser le code civil. Donc, si vous regardez hein, les anciennes idées, les idées anciennes au code civil brésilien, on peut voir qu'il y a beaucoup des idées très anciennes à propos de ce qu'une femme peuvent être considérées comme. Il y a toute une idée très irresponsable à partir de ce que les femmes ont le droit de faire, etc. Donc, c'est à partir de ça, le féminisme naît à partir d'une réaction à cette assignation des femmes au foyer, c'est-à-dire des femmes qui sont là dans la maison en train de nettoyer, de cuisiner et de faire toutes les tâches domestiques. Donc, le féminisme, il naît à partir de cette réaction. Et c'est là qui commence la première vague du féminisme. Alors, ici, on peut voir une illustration des vagues du féminisme. Il y a donc la première vague, la deuxième vague. La première vague est donc la plus longue. Elle commence au 19e siècle et va jusqu'à 1950. Et donc, dans cette première vague, les principaux sujets de lutte, c'était le droit de vote et l'accès à l'égalité dans les sphères publiques. Alors, tous les mouvements suffragistes au monde, et en France, en Europe, aussi en Amérique du Sud, en Amérique latine, se sont passés pendant cette première vague. Et c'est là aussi quand on va discuter un accès à les sphères publiques, parce que jusqu'à ce moment-là, les femmes étaient assignées exclusivement à les sphères privées, à les sphères du domestique. Et donc, pendant la deuxième vague, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Elle commence en 1960 et là, il y a un tournant majeur, c'est-à-dire c'est l'émancipation de femmes. On passe à la libération de femmes. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'on dit que le féminisme ne s'occupe plus seulement de la sphère publique, mais de tous les aspects de la vie. Si dans un premier moment, la lutte était pour accéder la sphère publique, c'est-à-dire d'avoir le droit de voter, d'avoir le droit de participer de la sphère publique, dans la deuxième vague, ce qui concerne les femmes, c'est que non, il ne suffit pas de voter et d'accéder à sphères publiques, mais il faut qu'on pense dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est ça la principale caractéristique de la deuxième vague. Mais avant d'avancer à la deuxième vague, il faut bien retenir que pendant la première vague, les principaux sujets de lutte sont le suffrage féminin et les droits sociaux, qui sont très associés à les droits laboraux de travail. Et ici, je vous propose un sujet qui n'était pas abordé la séance dernière, c'est le suffrage féminin au Brésil. Alors, il y a quelques spécificités ici au Brésil. Donc, une des grandes figures du suffrage féminin au Brésil, c'est Berta Lutz. C'était une femme qui est partie faire ses études en France, à l'université de la Sorbonne.
Et quand elle revient au Brésil pendant les années 20 du XXe siècle, elle fonde une fondation pour le progrès des femmes au Brésil. Et donc, elle devient une militante du suffrage féminin au Brésil. Elle était très engagée en politique, donc en 1932, à partir de la fondation du progrès féminin, elles arrivent à avoir l'autorisation du président du Brésil à ce moment-là, Getúlio Vargas, pour qu'elle ait le droit de vote. Oui, et donc en 1934, Berta Lutz, elle va participer à l'élaboration des lois constitutionnelles pour garantir le droit de suffrage féminin. Donc c'est à partir de la Constitution de 1934 que les femmes ont le droit de voter. Mais c'est important de rappeler qu'en ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas alphabétisés n'avaient pas le droit de vote. Donc, le suffrage il est devenu universel qu'en 1988, avec la constitution actuelle que nous utilisons aujourd'hui, la constitution de 1988. Donc, Berta Lutz, elle avait été élue députée fédérale et en 1936, elle va occuper sa place, son poste de députée. Et ses principaux sujets de discussion et de proposition de loi concernent surtout la journée de travail. Elle voulait en réduire. À ce moment-là, c'était de 13 heures par jour, la journée de travail. Et aussi la licence maternité. C'était un droit qui n'était pas encore institué au Brésil. C'était elle qui a aidé à implémenter cette licence maternité au Brésil. Mais la chose peut-être plus curieuse et intéressante et nouvelle dans l'histoire de Berta Lutz, que c'est très récent, cette connaissance, c'est qu'elle a participé comme elle a participé à la conférence de l'ONU en 1945 où ils étaient en train de produire la carte de l'ONU. Et c'était Berta Lutz qui a proposé de défendre l'égalité des sexes dans la carte de l'ONU. Donc, jusqu'à 5 ans avant, on pensait que ce n'était pas été le travail de Berta Lutz. On attribuait l'égalité des sexes, qui est mentionnée dans la carte de l'ONU, à des diplomates américains et anglais. Mais à partir de recherches faites en Suède, à partir des documents et tout ça, il y a eu un constat que c'était en fait Berta Lutz qui a lutté pour mentionner l'égalité des sexes à la carte de l'ONU. Donc, nous passons donc au sujet de notre cours, que c'est les années 60. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que à partir des années 60, il y en a beaucoup des groupes de parole de femmes qui se mettent en place aux États-Unis. Et aussi, ça commence à se construire une prise de conscience essentielle. Et cette prise de conscience, elle s'opère un peu partout dans le monde. Dans de nombreux pays, on va voir ça. Au Brésil aussi, en Argentine, au Chili.
mais aussi en France. Donc, mais aux États-Unis, c'était vraiment un moment de beaucoup, ça a remonté avec beaucoup d'intensité. Alors, il y en avait beaucoup des groupes qui se mettaient à discuter des sujets concernant l'image corporelle, la contraception, le mariage, les violences, etc. Donc, dans ce moment-là, les femmes parlent des problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire, comme je vous parlais, l'image corporelle, la contraception, l'avortement, les violences conjugales. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à nommer quelque chose que c'était très difficile de dire jusqu'à ce moment-là, que c'est le sexisme. C'est là que ce qu'on sait commence à être discuté et que les femmes commencent à prendre conscience que oui, il y a quelque chose là qui nous opprime et ça, peut-être c'est le sexisme. Donc, les femmes, elles savaient déjà qu'elles partageaient des problèmes autant que femmes et que cet ensemble, cette combinaison de problèmes, c'était politique. Donc, le slogan The personal is political, que c'était un slogan américain du mouvement de la libération des femmes aux États-Unis, c'est le slogan de la deuxième vague du féminisme. Que, en français, c'est le privé et politique. Alors, l'auteur de cette phrase, c'est Carol Hanisch, qu'elle est considérée comme une féministe radicale. Et quand on parle du radicalisme, on imagine quelque chose de très violent, de très éclatant. Mais si on pense à l'idée de radical, c'est que c'est bien de la racine, oui, comme les végétaux qui ont des racines radicales, il faut aller dans les racines de l'oppression. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le féminisme radical. Et ce que Carol Hanisch disait, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une action collective pour une solution collective. C'est-à-dire, si les femmes, elles sont conscientes qu'elles partagent des problèmes, et ces problèmes sont des problèmes politiques, alors il faut que nous trouvons une solution collective pour cela. Et cette solution collective, elle peut être découverte parmi des actions collectives. C'est ça qu'elle disait. Alors, le contexte politique. Il faut en penser que à la fin des années 60, il y a eu le mai de 68, où il y a un tournant majeur dans la pensée, dans le comportement social, en France surtout, mais c'était le mai 68, il a rebondi par tout le monde. Donc, les gauchistes, à ce moment-là, ils se disaient, tout est politique. Ce n'est pas exclusivement les institutions ou les politiciens qu'on parle de politique, mais tout ce qui implique des relations de pouvoir. Alors, tout est politique parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, il y en a des relations de pouvoir. Oui, dans la famille, dans la rue, dans le trafic, dans la voiture qu'on conduit dans la rue, avec les institutions, tout est politique. C'est ça qu'il disait. Mais là, les féministes vont préciser que le privé, il est aussi politique. Il faut donc, si on dit que tout est politique, ça reste un peu,
on ne voit pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais quand on dit que le privé est politique, c'est-à-dire que l'espace privé, la vie familiale, la vie conjugale, elle est aussi politique. Et à partir de cette constatation, de cette précision, il y aura aussi des conséquences. La première chose, c'est que le constat, quand on pense que le privé, il est politique, c'est que ce n'est pas en mettant l'ordre dans leur vie privée des femmes qu'on va trouver une solution. Parce que les femmes, elles ne sont pas responsables de leur oppression. Donc, la deuxième constatation, c'est qu'elles doivent s'organiser pour lutter contre un système patriarcal. Alors, dans ce moment-là, quand on affirme que tout est politique et le privé aussi il est politique, on arrive à voir qu'il y a un système d'oppression et c'est un système patriarcal qui opère à travers des assignations de valeurs qui distinguent le masculin comme supérieur et le féminin comme inférieur. Donc, c'est ça le système patriarcal. Et quand les femmes se rendent compte de l'existence d'un système patriarcal qui leur opprime, elles commencent à s'organiser pour lutter contre ce système. Et à partir de cette constatation de lutte contre le système, qu'il faut s'organiser, il y a aussi l'idée qu'il faut changer la conception du politique afin de combattre les violences contre les femmes. Ce sont des plus grands problèmes de notre conception du politique. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un bouleversement majeur. Il faut revoir la définition du politique pour cesser d'en exclure, par exemple, les violences conjugales. Parce que jusqu'à ce moment-là, les violences conjugales, elles n'étaient pas considérées comme une question politique qu'il faut être discutée politiquement. À partir de ce moment, on voit qu'il faut rediscuter la conception du politique pour que ce type de violence soit inclus dans les relations de pouvoir. Mais jusqu'à ce moment-là, et je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, jusque-là, on disait qu'il s'agissait uniquement d'un problème entre un homme et sa femme et qu'il avait bien le droit de la corriger. Donc, et on dit, il y a des expressions en portugais comme « em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher ». Ouais, mais l'idée, c'est justement celle-ci. Il ne faut pas intervenir dans les affaires conjugales parce que ça ne concerne pas aux autres. Ce que les féministes étaient en train de dire à ce moment-là, c'est que oui, il faut intervenir parce que ce n'est pas un problème privé, c'est un problème politique. Parce que le privé, il est aussi politique. Voilà. Donc, dans ce moment-là, les États-Unis et la France seront très importants pour donner place à des manifestations et à des groupes qui vont se manifester. Donc, le 26 août en 1970, c'était un jour symbolique aux États-Unis parce que c'était l'anniversaire de 50 ans du droit de vote des femmes. Donc, les femmes du Women's Liberation Movement, elles se sont réunies, se sont organisées pour revendiquer l'égalité entre hommes et femmes. Et
et pour aussi se manifester contre ceux qu'on prenait comme les devoirs conjugaux. Et à partir des ondes radiophoniques, la manifestation aux États-Unis a été perçue en France. Alors, dans le même jour, comme un soutien, comme une forme de soutien à cette manifestation du mouvement américain des femmes, il y a eu 9 militantes féministes. Donc ici, il y en a quelques féministes qui sont toujours très importants pour l'histoire du féminisme et les recherches féministes. Monique Wittig, Christine Delphi, Christiane Rochefort et Anne Zelensky-Tristan. Elles se sont réunies et elles déposent une gerbe de fleurs au pied de l'Arc de Triomphe à la femme du soldat inconnu. Et donc, dans leur slogan à cette époque-là, c'était « Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme ». Et à partir de ce moment-là, le lendemain, les journaux, ils disaient déjà qu'il y avait la naissance du mouvement de libération des femmes. Alors ici, je vous montre quelques images. Ici, c'est justement les femmes avec le gerbe de fleurs. Ici, c'est Christine Delphi. Et l'affiche, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et ici, il y a aussi une petite note de solidarité des Françaises aux Américaines, aux femmes américaines. Donc, le mouvement Libération des femmes. Aux États-Unis, ce mouvement-là, le Women's Liberation Movement, il a été construit à partir de la nouvelle gauche, que c'est la New Left, aussi à partir de mouvements pour les droits civils des Afro-Américains, et en combinaison avec un sentiment anti-guerre. C'était la guerre du Vietnam. Donc, tous ces événements et tous ces mouvements politiques ont beaucoup influencé la création, la naissance d'un mouvement aux États-Unis. Mais en France, à ce moment-là, il y avait quand même une explosion idéologique due au mai 68. En même temps, c'était très rare que les femmes prenaient la parole en France. Même avec mai 68, la plupart des références de mai 68, ce sont des hommes. Donc, à ce moment-là, les femmes françaises, elles disaient la parole publique ne nous appartient pas. Même si nous sommes dans un moment de bouleversement des idées en France, on n'a pas encore le droit de nous faire entendre. Mais à cette époque-là, encore en 68, les premières réunions de femmes ont eu lieu. Et en 1970, il y a eu donc la première apparition publique du mouvement des femmes à la faculté de Vincennes. C'était la faculté la plus associée aux révolutions, au bouleversement de mai 68. C'était la faculté de Vincennes. Donc, tout se passait un peu sur la faculté de Vincennes. Bon. Ici, donc, je vous montre quelques images. Quelques images des revues, des bulletins qui ont été publiés par les femmes en France en 1970.
Donc, il y a en haut et à gauche la revue Partisan qui parlait de la libération des femmes, 1 et 0. C'est donc en juillet-octobre 1970. Et c'était donc une idée de... C'était rédigé par les sœurs Wittig, Margaret Stephenson, Marcia Rothenburg. Et c'était publié dans l'édition de mai de 68. Et c'était un premier appel de revendication pour créer un mouvement de lutte féministe. Et ici en bas, le torchon brûle. Il s'agit donc des tentatives des femmes pour se doter d'un moyen de communication avec lié donc au mouvement révolutionnaire, mais surtout dirigé à appeler des femmes qui se rencontraient au sein de mouvements MLF, mais aussi en marche. Donc, c'était une tentative de faire circuler les idées féministes à cette époque-là. Le torchon brûle. Alors, il y a beaucoup de références à des issues de femmes, comme c'est mentionné ici, le menstruel. Donc, ça faisait référence à l'édition. Et l'édition, fait une référence aux périodes menstruelles des femmes. C'était ça l'idée. Donc, au mouvement de libération des femmes en France, on trouvait dès la psychanalyse jusqu'au marxisme. C'était un mouvement avec de l'ampleur. Donc, du côté de la psychanalyse, il y en avait Antoinette Fouque, et du côté du marxisme, il y avait Anne Zelensky et surtout Christine Delphi, que c'est toujours quelqu'un de très influente au niveau des discussions féministes en France. Et ce qui est important de dire aussi, que c'était un mouvement très... elle disait que c'était une nébuleuse de groupes, parce qu'il n'y avait même pas une plateforme commune entre eux, il y avait des idées très, très différentes, mais à part de ça, il y avait l'idée de non-mixité, c'est-à-dire qu'il y avait une idée très forte parmi tout le groupe qu'il ne faudrait pas se mélanger avec des hommes. C'était un espace exclusif pour les femmes. Et au-delà de ça, aussi la dépénalisation de l'avortement. C'était la seule plateforme commune, on peut dire, de tout ce mouvement de MLF. Donc, à partir de cette histoire, ce que raconte Antoinette Fouque, c'est que la première réunion du MLF, c'était à son initiative, Antoinette Fouque, avec aussi Monique Wittig. Monique Wittig, elle est une chercheure aussi qui va discuter spécifiquement la question de la femme lesbienne, et elle va dire que se dire femme lesbienne, c'est une action politique. C'est de ces idées, ça c'est la plus connue et la plus importante, on peut dire, que cette idée de se dire c'est une action politique de se revendiquer femme lesbienne. Et d'un autre côté, on avait aussi Christine Delphi, parce que du côté de la psychanalyse et politique, qu'on appelait Psychépo,
en France. C'est une courante très forte dans le féminisme qui se développe avec le féminisme des différences après. Et d'un autre côté, le féminisme marxiste, on peut dire, de Christine Delphi. Et c'est elle qui va développer une idée de féminisme matérialiste, c'est-à-dire c'est un féminisme qui s'appuie aux influences marxistes pour en penser les oppressions. Donc, elle parle sur beaucoup de sujets, mais un sujet que je trouve important de discuter à partir d'un élan marxiste, c'est le partage des tâches domestiques. Alors, c'est une grande discussion qu'elle va faire et après, je vais vous partager avec vous quelques liens de documentaires, de textes de Christine Delphi et des autres choses aussi, où il y en a des vidéos où elle en parle de l'importance de discuter le partage des tâches domestiques. Et ça implique, bien sûr, l'invisibilité du travail domestique. Que c'est une chose que c'est intéressant de discuter, hein, parce que c'est un type de travail qui n'a pas aucune valeur, mais il est nécessaire. Donc, il est invisibilisé et comme ça, il n'a pas de valeur. On nettoie toute la maison, on cuisine, on cherche les enfants à l'école et tout ça. Et ça, ce n'est pas considéré comme un travail. Donc, c'est ça la discussion à partir des tâches domestiques. C'est ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Le travail domestique, généralement, il est invisibilisé et comme ça, il n'a pas aucune valeur, même si c'est quelque chose absolument nécessaire pour le système capitaliste, qu'il y a des femmes qui fassent ce type de travail. Le système dépend de ce travail, mais aussi, il dépend que ce soit gratuit et invisibilisé. C'est la seule façon que le capitalisme, autant que système, fonctionne. On parle un petit peu sur l'influence de Simone de Beauvoir. Donc, bon, vous avez déjà entendu parler, bien sûr, de son œuvre majeure, que c'est Le deuxième sexe. Et c'était une œuvre publiée en 1949 qui, pendant les années 60, devient une œuvre très influente. Et même 75 ans plus tard, ça reste controversé. Et c'était une œuvre qui est traduite dans 33 différentes langues. Alors, Simone de Beauvoir, qu'est-ce qu'elle fait dans cette œuvre? Elle va questionner le conditionnement des rôles sociaux de chaque sexe. C'est-à-dire, elle va en discuter pourquoi est-ce que les filles se portent d'une façon et les garçons se portent d'une autre façon. Ça, c'est un conditionnement des rôles sociaux. Ce n'est pas biologique, hein, c'est sociaux. Et donc, elle était une des premières à proposer cette idée, donc, que ce sont des rôles sociaux et pas des rôles biologiques. Et ça n'était pas du tout bien pris à l'époque et pas du tout bien accueilli non plus. Donc, son œuvre, son nom était là dans l'index des œuvres interdites du Vatican, hein, avec Baudelaire, Pierre Bayle, César Beccario, Jeremy Bentham, etc. Interdit. Ce que Simone de Beauvoir dit dans son œuvre, c'est que on ne naît pas femme, on le devient. Donc là, je trouve sympa cette illustration que tous les conditionnements sociaux, donc les habits, la coiffure,
les cheveux, comment on va les mettre, tout ça, le rôle social, aussi la psychologie. Et donc, ce que Beauvoir dit, que être une femme, ça s'apprend. On ne naît pas avec quelque chose que nous fait devenir femme. On va apprendre avec les autres dans notre moyen social. C'est ça. Donc, nous intégrons les comportements qui sont attendus de nous selon notre appartenance de sexe. Voilà. On prend les références qui sont autour de nous, nos mamans, nos grands-mères, nos voisines, tout ça. Et à partir de ça, on passe à se porter comme l'image de femme qu'on voit autour de nous. C'est ça que Simone de Beauvoir disait. Donc, Simone de Beauvoir, elle a eu, même si son œuvre a été publiée à la fin des années 40, elle a eu un rôle très important dans les années 60 et 70. Et elle était même une grande souteneur du MLF. Donc, elle faisait partie de cette génération des féministes. Et elle revendiquait avec les autres le droit de disposer de son corps et de maîtriser sa fécondité. Ça, c'était une idée très importante au sein du MLF. Et en 1967, comme une réponse aux revendications des femmes en France, la loi Neuwirth a été eu une première victoire. C'était une loi qui autorisait l'utilisation de la contraception à la fin des années 60. Et au-delà de ça, Simone, elle était très importante aussi pour les exilés, les femmes exilées d'Amérique latine. Elle a eu un rôle très important pour accueillir ces femmes-là et pour en discuter des sujets et présenter les gens aux femmes en Amérique latine, de l'Amérique latine qui vivaient en France, qui vivaient à Paris. Donc, c'est à partir de cela que je vous présente. Ça fait partie de ma recherche doctorale. Ces bulletins-là, Nosotras, ça appartenait à un groupe de femmes exilées à Paris. Et j'ai pu enregistrer, j'ai pu voir ces bulletins à la bibliothèque, au Centre de documentation internationale de l'Université de Nanterre en 2016. Et donc, c'était des matériaux produits par des femmes latino-américaines en France entre 1974 et 1976. Et ça veut dire le nosotras, c'était impliqué l'idée de nous, les femmes latino-américaines, ici en France. Donc, elles ont, à partir des groupes, ce groupe de femmes exilées, elles ont discuté des sujets très liées à ses expériences autant que femme étrangère en France, mais aussi des sujets de violence, les spécificités des violences contre les femmes latines, ou même la question de la contraception, la question de maîtriser sa fécondité, d'avoir le droit à son propre corps, etc. Et pardon, j'ai oublié de dire, mais Simone de Beauvoir, elle a eu une grande influence en ce moment-là. Autant en ouvrant des réseaux pour se communiquer avec les femmes, mais aussi une influence théorique, c'est-à-dire d'en discuter principalement l'idée des rôles sociaux. Ce n'étaient pas des rôles biologiques, mais c'était des rôles sociaux attribués aux femmes. Et donc, ces discussions étaient souvent là, dans tous ces bulletins.
le groupe des femmes latino-américaines, il a duré pendant 2 ans. Après ça, il y a eu quelques divergences idéologiques au sein de ce groupe latino-américain dans lequel il y en avait des Brésiliennes, mais aussi des femmes du Chili et d'Argentine, surtout. Quelques femmes de Venezuela, quelques femmes des autres pays, mais c'était surtout des Brésiliennes et des Chiliennes. Donc, à partir de quelques divergences, les femmes brésiliennes ont décidé de créer un cercle exclusivement brésilien. Et là, et ça aussi, c'était une conséquence d'une demande pour renforcer les études féministes pendant les années 70. Ici, je vous présente quelques images de l'époque. Alors, on voit ici l'avortement libre et gratuit, que c'était une demande parmi tout le mouvement de libération des femmes. Et en bas, il y en a une affiche, nous ne sommes pas des poupées, assez, ça suffit. Et ici, une question, au nom de Dieu. Donc, voilà, je vous présente un peu de tous des discussions qui ont eu lieu en France, mais aussi parmi les femmes d'Amérique latine qui étaient là à ce moment. C'était beaucoup des sujets et il y en avait beaucoup de divergences et avec des différents points de vue. Il y en avait le point de vue de la psychanalyse, aussi il y avait le point de vue de la pensée marxiste qui était très audible parmi les femmes d'Amérique latine qui étaient en train de s'enfuir, s'exiler des régimes autoritaires en Amérique du Sud. Donc, voilà, c'est une partie de mes recherches doctorales que je vous présente. Et je vous remercie. Ici, il y en a beaucoup de liens que je vais partager avec vous, cette archive de PowerPoint. Et comme ça, après, vous pouvez accéder. Il y en a quelques documentaires, des bandes dessinées, des entretiens ici. Et ça sera disponible bientôt pour vous. Alors, voilà. Prontinho, gente. Ah, agora é o momento de... Se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Bonsoir, Fernanda. Oh, Helena. Bonsoir. Je pense que cette cours, il y a beaucoup de désinformation. Oui. Je dois voir un fois plus. Une fois de plus. Oui, pour tout digérer. Oui. Mais c'est très bien, comme les autres. Ah, merci. Et très bien, maintenant, on discute en français, surtout. Ah oui. Je suis essayée de parler. Oui, oui, c'est ça, très bien. C'est le purpose de la course, non? Oui, oui, c'est ça l'idée, oui. J'avais dit à Fernanda, bonsoir Fernanda, qu'on allait discuter en portugais, mais je pense que là, on peut discuter en français. Ça va pour toi, Fernanda? C'est bien? Oui, oui, bien sûr. Oui? Ah, plaisir. d'accord.
Donc oui, c'est beaucoup des informations. Beaucoup de informations. C'est une Je voudrais période... savoir quelque chose. Oui. Berta Lutz était à la conférence aux États-Unis. Oui. Pourquoi elle était là? Elle était dans la mission brésilienne, dans la mission diplomatique brésilienne. Elle était déjà, elle était aux moyens politiques, elle était déjà députée fédérale, donc elle avait des liaisons politiques qui leur ont permis de participer à la conférence de l'ONU en 1945, c'est ça. Okay. Parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas encore une carrière diplomatique très... elle n'était pas pensée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les représentants diplomatiques doivent passer pour la formation, doivent faire le concours brésilien de la diplomatie pour après devenir il y a toute une hiérarchie à être respectée, diplomatique, mais à cette époque-là, ce n'est pas encore comme ça. Donc, il y avait ces possibilités de avoir ce type de chemin politique. Et c'est ça qu'elle a fait. Donc, elle était déjà quelqu'un qui discutait les sujets de l'égalité entre les sexes, qui discutait les droits à la licence maternité, par exemple, comme je vous ai dit, elle désirait, elle discutait la nécessité de réduire les journées de travail, que c'était de 13 heures au Brésil pendant les années 40. Donc, à partir de ces luttes politiques, elle a eu dans cette mission à l'ONU. C'est ça. C'est bien, Anna? Ça va? Bon. Mais aussi, Berta Lutz, elle était quelqu'un de très important pour le mouvement féministe au Brésil, pour le suffrage, parce qu'elle était la personne elle est partie étudier en France, et quand elle est revenue, elle a décidé de fonder cette fondation pour le progrès des femmes au Brésil. Et à partir de cela, elle s'est lancée dans le monde des politiques. Donc, elle a commencé à établir des relations politiques et commence à négocier. Elle a eu une influence quand même parce que on entend parler tout le temps que pendant le gouvernement de Getúlio Vargas, on a eu donc une législation pour les travailleurs. Mais elle était en train de discuter, par exemple, la licence maternité. Donc, on attribue à Getúlio Vargas, mais c'était toute une équipe. Hein. Il y avait une femme féministe qui était en train de proposer ça. C'est ça. Mais bon, ça, c'était une petite introduction qui s'était plutôt relationnée à la séance dernière, quand on parlait de la première vague, les mouvements pour le suffrage des femmes au monde. Et comme je n'avais pas eu la chance de vous parler de Berta Lutz la séance dernière, j'ai pensé de vous parler aujourd'hui comme un supplément. Mais bon, voilà. Pendant les années 60, ça change beaucoup parce qu'il y a donc une prise de conscience qu'il ne suffit pas d'avoir le droit de voter et de participer à la sphère publique. Mais sinon, il faut tout en penser. Hein. Il faut penser à nos vies, à notre travail, à nos relations. Tout ça devient et passe à être considéré comme politique. Donc ça, c'est le tournant majeur, que c'est important
Et c'est à cause de ça que cette séance d'aujourd'hui, elle est très dense. Il y a beaucoup d'informations parce que c'était un moment où vraiment, il y a eu beaucoup de sujets à discuter. C'est toutes les questions des droits de reproduction, toutes les questions de violence, les questions de droit à son corps, de maîtriser sa fécondation, la question de l'image corporelle, la question des rôles sociaux que nous se sont exigés. Et aussi, c'est un moment, il n'y avait pas encore le concept de genre qu'on utilise aujourd'hui. Oui. Mais Simone de Beauvoir, elle a eu un rôle très important pour qu'on puisse développer ça quelques années plus tard. L'idée de genre était développée par Joan Scott dans les années 80. C'était en 1980, si je ne me trompe pas, où elle publie un texte que c'est le genre comme catégorie analytique utile à l'histoire. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va utiliser le terme genre. Mais cette idée de genre, elle va être totalement associée à ce que Simone de Beauvoir était en train de parler, entre les différences pourrons dire que nous sommes une construction sociale. Notre position autant que femme ou homme, c'est toujours une construction sociale qui est attendue. Donc, on voit qu'est-ce que les gens attendent de nous et nous nous construisons à partir de cela. La façon dont laquelle on parle, la façon dont laquelle on s'habille, la façon dans laquelle on se porte, tout ça. Donc, Simone de Beauvoir, elle lance cette discussion et Joan Scott, elle va créer le concept de genre pour mieux expliquer cette idée de Simone de Beauvoir. Ça, c'est l'idée. Et à partir de ça, donc, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de sujets. Mais je pense que le plus important de retenir, c'est que à partir de ce moment, l'idée de mouvement féministe, elle devient vraiment globale. C'est un peu partout dans le monde. Et cette idée que il ne s'agit pas exclusivement des droits politiques, mais il y en a des autres droits, ce sont des droits humains, etc. Et c'est une discussion qui, partout dans le monde, on commence à entendre parler du féminisme, les féminismes, aussi avec beaucoup de préjugés. Je pense que c'était toujours un mouvement qui a été très persécuté parce que c'est un mouvement qui est en train de questionner tout le système, parce que ça questionne le patriarcat, la patriarchie, mais aussi le capitalisme, un système qui... le féminisme, la dénonciation du féminisme, c'est que la logique patriarcale, elle s'appuie dans la logique du système capitaliste. Donc, c'est un grand attentat au status quo. La pensée féministe, c'est ça. Très intéressant, Helena, merci. Eu pensei algo aqui durante a sua fala que, se te interessar e interessar as demais, pode ser legal. De repente você fazer outras com o pensamento de cada uma das figuras, né? Fiquei curiosa ali com as materialistas francesas. Sim. Seria interessante também.
De repente a gente pode até se aventurar, ler algo delas e aí conversar com você. Pode ser uma formato. boa, né? Eu tava pensando assim como é que eu ia dar continuidade, porque agora fica para mim muito claro assim quem são as autoras e como cada uma tá se posicionando, o que cada uma diz, né? Mas eu acho que pode ser legal isso de organizar assim o pensamento de cada uma, né? Ou de um grupo, né? De algumas correntes. E porque a minha tese, né, de doutorado, ela discute justamente a circulação de ideias entre Brasil e França. Então, quais eram as ideias feministas que estavam circulando? E claro que tem as pessoas, né, as feministas que vão fazer essas ideias circularem, mas também tem uma série de grupos e de tensões, de conflitos ideológicos, né, dentro do feminismo. Como eu estava falando na última aula, né, a questão da prostituição é uma questão que é super controversa dentro do feminismo, porque tem umas que vão dizer que é um absurdo, que isso é uma maneira, né, de se apropriar do corpo, de ter acesso ao corpo feminino, né, que isso é uma maneira de oprimir, de subjugar, e por outro lado tem correntes que vão dizer que é uma escolha da mulher, né? Ela tem a liberdade, ela deve ter a liberdade de escolher se ela quiser se prostituir, é uma escolha dela, né? Então, então são muitas correntes, assim, às vezes muito que se chocam, né, dentro do feminismo. E na França tem essa peculiaridade desse momento que já fica bem evidente ali, né? Tem uma vertente psicanalítica e tem uma vertente que é igualitária, né? Que daí dialoga com o marxismo. Então, a vertente da psicanálise ela vai dialogar com o feminismo da diferença e a vertente marxista vai dialogar com o feminismo da igualdade. E eles vão ter pressupostos bem diferentes, e na França é super uma tensão, assim, porque essa Antoinette Fouque, que era do grupo Psiquepo, fundadora, etc., ela era uma mulher muito rica. Então, ela conseguia, assim, ter uma editora do feminismo da diferença muito, né, que publicava muito, e tinha edições boas, enfim, os livros circulavam mais que os livros do feminismo da igualdade, que eram umas mais ferrapadas, assim, que não tinham, né, a editora não tinha a mesma força, assim, no mercado editorial. Então tem todas essas questões, assim, né, que são das ideias mesmo, né? Qual é a força das ideias, né? E de como as ideias dependem aí de uma circulação né, que vai depender de lógicas mercadológicas, lógicas do mercado. Então tem essas questões, assim, no Brasil a discussão ela não vai tanto para esse lado, assim, da diferença ou da igualdade, mas porque o Brasil ele teve um contexto muito específico, né, o movimento feminista ele vai surgir junto com um movimento pela redemocratização, né, então ele vai ter, assim, digamos, uma vertente mais igualitária, mas, né, com uma lógica marxista muito mais presente. Só que e as mulheres, né, elas tiveram movimentos de mulheres, movimentos feministas tiveram um papel muito importante ali na anistia, né, tem toda essa história. Mas aqui no Brasil a questão mais tensa assim vai ser com o feminismo negro, né? Porque as mulheres negras vão ter voz um pouco depois e elas vão dizer, tá, mas que feminismo é esse? Eu não me sinto representada pelo feminismo, porque enquanto elas iam lá militar pelos direitos delas, era eu, a empregada negra que estava cuidando das filhas, né? Dos filhos dessa feminista que queria ser livre e poder militar. Então tem todo esse tensionamento, né, de no Brasil o feminismo ser muito branco, nos anos 70, muito branco, e não olhar para mulheres que não sejam brancas. E nas décadas seguintes,
vai começar, então, a surgir essas críticas, né, produzidas por mulheres negras. Tem a Lélia Gonzalez, enfim, tem outras pensadoras que vão começar a colocar, né? Peraí, tá, mas e a mulher negra? Como é que ela vai ficar nessa história do feminismo do Brasil? Qual é a posição histórica? Porque na França é diferente, né? Na França eles não tiveram um regime escravocrata, né? Apesar de terem, né, feito uso de traficado muitos africanos para o Caribe e outros lugares, né? Na França não teve essa consequência, né, de uma sociedade escravocrata como teve no Brasil. Enfim, o contexto é muito diferente também. Aqui tinham pessoas vivendo, né, no todo o continente americano, que foram exterminados, que foram massacrados. Então tem muitas outras nuances no Brasil. E é por isso que aqui vai começar a surgir, então, os debates, né, decoloniais, pós-coloniais, decoloniais, que vão, então, questionar por que a gente está lendo uma matriz europeia, né? Por que a gente está lendo teorias europeias que ajudaram a promover essa opressão, né? que fizeram essa colonização aqui, que foi terrível, porque vamos nós, né? Vamos nós nos articular, vamos nós produzir a nossa crítica, e porque a nossa crítica tem que abarcar a questão da colonização, a nossa crítica tem que abarcar o tráfico de pessoas que teve para o nosso continente, né? E como é que a gente vai gerir tudo isso agora? Então, daí tem toda uma série de estudos feministas decoloniais que vão trazer essa questão da raça, né? Vão trazer a necessidade de se produzir, né, de reforçar, de fortalecer uma matriz teórica que seja daqui, né, do sul global, da América Latina, um pensamento crítico próprio, né, que não seja só reproduzir uma ideia que veio de fora, né, que veio do colonizador, né, que veio do... Então, enfim, daí é muita discussão, muita para fazer. E o próprio pensamento da Simone de Beauvoir, né? Tem uma autora que ela se chama Françoise Vergès, que ela vai fazer, acho que até pode ser um curso assim, falando do pensamento dela, porque ela vai trazer uma crítica, né, ao MLF, a esse movimento da Libération des Femmes na França. Então, o que ela traz é o seguinte, é que nos anos 70, de uma ilha caribenha, que eu agora não sei se era Antilhas ou Guadalupe, eu acho que era nas Antilhas, mas eu não tenho certeza, que era, né, um território ultramarino francês, nos anos 70, então houve assim uma esterilização em massa em mulheres negras. Então, era um grupo médico do governo, pago pelo governo francês, que dizia que ia fazer um exame ginecológico nessas mulheres, e eles faziam um procedimento para esterilizá-las. E daí, depois de alguns anos, né, bom, sei lá, depois de alguns meses, se percebeu, né, que elas tinham sido esterilizadas forçadamente, né? E então houve uma denúncia. E daí essa denúncia estava associada a um escândalo do governo. Então teve uma questão de desvio de verba. Então os médicos, esse grupo de médicos que fez esse procedimento desviou dinheiro. Foi um baita de um rolo assim que deu nos anos 70. Nesse momento houve uma denúncia, né, do que fizeram com as mulheres também. Isso saiu nos jornais da época e eu não me lembro agora exatamente qual era o jornal, não sei se era Le Figaro, mas daí saiu uma coluna sobre essa questão das mulheres e nesse mesmo jornal tinha uma das militantes, né, dos grandes nomes do MLF, que tinha uma coluna semanal. E nunca houve nenhum posicionamento quanto a isso, né? Então, a questão era assim, tá, mas que feminismo é esse que vocês estão defendendo, que quando é de mulher negra vocês não se importam?
né? Quando é das mulheres que sofreram toda uma opressão histórica, né? Que foram traficadas de um continente para o outro, são esterilizadas forçadamente e vocês não se posicionam, né? Então a Françoise Vergès vai falar um pouco sobre essa questão. E daí dá para falar também do conceito de branquitude, né? De como o MLF era um movimento que estava totalmente alinhado com uma ideia de branquitude, que é uma ideia que exclui, né, as pessoas negras do seu pensamento, das suas articulações teóricas. Então tem, nossa, várias coisas para discutir, mas Elo, é uma boa ideia, assim, de pensar, né, numa autora para falar, sei, assim, o pensamento de tal grupo ou de tal autora. Dá para pensar, boa sugestão, obrigada. Eliana, sabe que eu acho interessante? Mudando um pouquinho, changing the subject. Claro, porque essa questão que é óbvio, né? Essa questão é da maior importância e da maior, vamos dizer, é do momento, é uma questão do momento, a questão, né, não apenas do gênero, mas também da raça, né? Enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao longo da tua narrativa é que, em regra, a proteção da liberdade, em tese, se dá por meio da preservação do espaço privado do cidadão. Né? Quer dizer, a gente preserva a liberdade quando tu diz, olha, aqui o Estado não entra. Aqui é o espaço da minha autonomia, eu decido como eu quero fazer e eu preciso ter um espaço de liberdade frente ao Estado, que é o opressor, né? E o dominador. Mas, no entanto, quando nós vivemos num Estado em que minorias são oprimidas, não existe outra alternativa a não ser o espaço público. Sim. Então, a luta não podia ser no espaço privado. Não adianta, é impossível a mulher tentar brigar com o patrão, né, no espaço privado do contrato de trabalho. É impossível para a mulher brigar com a estrutura social patriarcal, né, no espaço privado, porque ali ela nunca vai ter força enquanto ela não for empoderada pelo espaço público, né? Sim, sim. Não, com certeza. Então, assim, evidentemente que a sociedade precisa ter os seus avanços, mas enquanto as leis não consagram interdições e direitos, as coisas não funcionam, né? Sim. Se tu não conquista direitos, puxa vida, o que vai acontecer, né? Tu nunca vai realmente conquistar a tua liberdade. E a luta sempre do feminismo foi baseada, eu acho que, no reconhecimento institucional da igualdade, né? Sim, sim. Não, inclusive, essa vai ser uma discussão bem quente entre as feministas da diferença e as da igualdade, né? Porque as da igualdade vão falar mais ou menos o que tu está dizendo, né? Que, peraí, não, a gente precisa das instituições, a gente precisa estabelecer direitos iguais, a gente precisa lutar por direitos, né? Enfim, para cada um poder viver a sua diferença. Mas isso seria uma segunda etapa, né? Mas daí, claro, daí são visões, né? Mas é interessante a gente poder conhecer esses percursos para poder, assim, até compreender, assim, do ponto da dinâmica social, o que funciona e o que não funciona, né? Claro. Com certeza, né? Até para a gente se posicionar, né? E poder agir. Claro, não, tudo... Sim, é muito importante a gente saber quais foram os percursos, assim, para entender quais foram as discussões e por onde que, né, como é que se decidiu. As coisas aconteceram, né? E o que foi efetivo, o que não foi, né? Sim,
Isso é muito bacana. O estudo da história é bom por conta disso, né? A gente aprende com as próprias experiências, mas a gente aprende mais com as experiências dos outros. Sucessos e malogros. Mas foi muito legal, Eliana. Muito bom. Eu também acho que era bom assim conhecer mais a fundo assim as correntes e os protagonismos, pessoas especiais, assim. Eu acho que a exemplaridade é uma coisa muito boa, assim, tu ter exemplos, né, de pessoas para tu te de alguma forma inspirar, né? Não, eu acho que, principalmente, assim, para pensar, né, o feminismo é bem interessante de ver como cada uma vai contribuindo, assim, para o debate, quais são os debates que tem, como uma se posiciona, enfim, e a evolução, né, a que vem depois vai dizer tal coisa, vai complementar o anterior. E a gente ainda está longe, né? Estamos longe, sim. Tem muita coisa para fazer. Tem. E aquela coisa, né? Quando a gente acha que a gente está avançando, assim, vem uma onda e derruba tudo, né? E é complicado, né? Em questões, assim, agora no Brasil, né, de educação, a própria questão da educação sexual, né? Que é um instrumento para proteger as crianças, né, para elas conseguirem identificar o que é um abuso, identificar o que é uma violência sexual. Isso é totalmente estigmatizado, né? Desvirtuado completamente. Não, olha, o período tá difícil, mas é melhor nem falar nisso. É melhor nem falar, mas não vai ter fim o assunto. Aí vão ser muitos exemplos, né? Mas realmente o que interessa, eu acho importante, evidentemente, além de a gente aprender história e francês, a gente aprimorar a nossa cultura, né? Sim. Isso é muito importante. E assim a gente cria um escudo, né? Que nem aquele escudo que o pessoal usa contra o coronavírus, né? Né? Vamos criar um escudo contra o obscurantismo. Isso mesmo. Boa sugestão essa. Vou começar a pensar nisso. Não, se tu conseguir, tu vai ficar rica. Criar um aplicativo. Parabéns, Helena. Maravilhoso, como sempre. Obrigada. Gente, então eu vou. Já estamos aqui, né? 1h30. Eu vou deixar disponível para vocês. Vou subir no YouTube e daí eu deixo disponível para vocês o vídeo. Vocês podem daí assistir quantas vezes quiserem. Enfim, daí eu aviso para vocês quando tiver uma próxima edição aí de curso e a gente fica em contato. Muito obrigada. Obrigada também. Au revoir, Madame Helena. Au revoir. Au revoir, Marisa.